Et dans ce projet Rabelais, il y aurait ça. S'arrêter là où on passe et là où ça... Yop, un lien énonçable, comme dit Deleuze. Par exemple, a priori, qu'est-ce que c'est? Une espèce de portail un peu rouillette, un bâtiment jaune et rouge. Moi, je l'ai connu gris. C'était pas encore crépi. C'était le lycée Camille Guérin. C'est toujours le lycée Camille Guérin où en 1970, je suis venu interne pour ma terminale. C'est-à-dire qu'on arrivait le lundi matin, covoiturage, avec 3 autres de mon bled. Et puis, on repartait le vendredi soir. Est-ce que c'est un bon souvenir? Est-ce que c'est pas un bon souvenir? Il y a des choses dures, des choses, bon, comme n'importe quel truc d'adolescence, ce serait des banalités. Mais le lien Rabelais, il serait là. D'abord, la venue à Poitiers, puisque dans notre dortoir de terminale, puis surtout cette salle d'études où de 17h jusqu'à 21h ou 22h, c'était notre centre avec le réfectoire, classe après classe, où toute la vie tenait dans un genre de casier en bois avec nos photos, nos disques 33 tours, nos petits compléments alimentaires, parce que ado à la cantine, c'est pas totalement facile. La sortie du mercredi, les blues, nous, ceux qui étaient en L, en lettres, avaient plutôt des blouses grises. Nous, en tant que terminal C, ça s'appelait sciences et maths, on avait plutôt des blouses blanches, mais cette notion d'uniforme, même là 2 ans après mai 68, c'était encore là, et j'entends toujours ça dans cette phrase de Rabelais qui dit « fumis sous autres pédagogues ». Alors le fumis sous autres pédagogues du Gargantua, vous savez qu'il y a l'éducation dite Moyen-Âge où on fait ce qu'on veut, c'est très corporel, c'est basé sur le jeu. Et puis ensuite on passe au système Renaissance avec chaque heure du jour instituée avec sa règle, sa discipline. Et il n'y a rien de plus triste que l'éducation Renaissance qui vient remplacer l'éducation au Moyen-Âge, au point que dans toutes nos anthologies scolaires, je n'ai pas été revoir où ça en est maintenant, mais il y avait un truc assez marrant, c'est que vous savez, à la fin des études de Pantagruel, il a tout fait, il a déjà, donc il a appris tout le latin, les langues, les maths, le droit, etc., etc. Puis là, il rencontre Panurge, et puis on s'aperçoit qu'il n'a rien appris. Et c'est tout à la fin de son cycle d'études, alors que ça ne sert à rien, il a déjà tout fait. Qu'arrive cette lettre de Gargantua qui dit « Je veux que tu saches que tous les canons d'arithmétique et géométrie, je veux que tu ne fréquentes pas les brigands, les aventuriers », c'est-à-dire il va faire tout le contraire. Mais cette lettre de Gargantua à son fils, elle est dans le Pantagruel. Or, le Pantagruel n'était jamais au programme, c'est le Gargantua qui en mettait au programme. Alors la lettre de Gargantua à Pantagruel, on l'a transférée en faisant semblant de ne pas s'apercevoir que, oui, il y a une énorme contradiction. C'est François Rigolo, le premier qui a mis ça vraiment au jour. Ça m'a ouvert les yeux aussi. Et pourtant, ce fumis sous autres pédagogues, c'est-à-dire que malgré les trucs, les brimades à la cantine, malgré ces heures qui s'éternisent, malgré ces trucs pas de marcher en rang, mais c'est un système où du dimanche soir ou du lundi, plutôt, on arrivait plutôt le lundi matin, du lundi 8h jusqu'au vendredi 17h, à part une sortie le mercredi, c'était là, nos blouses, les casiers, le dortoir, la cantine. Et pourtant, cette année, c'était ces heures de salle d'études. Et tout d'un coup, il y a par exemple un qui s'appelait Raymond Bosier. Ce type était fou de poésie, il l'est toujours. Il faisait circuler ses livres de poésie. Et j'ai découvert Paul Éluard, par exemple. Et ça ne me serait pas venu dans les mains comme ça, sans. Juste à côté de moi, il y avait un gars qui s'appelait Jacques Arnaud, que ses parents parisiens avaient mis un petit peu par rétorsion. Là. Et lui, il lisait les philosophes et il avait organisé autour de lui tout un petit cénacle. Pierre Douteau, qui est mort juste quelques mois après le bac. Alors, autre chose. Mais qui venait des Trois-Moutiers, là, zone de Rabelais, près de Loudun, d'autres aussi de Loudun. Un gars qui était
qui venait de Saint-Mexan-l'École, et lui qui était un roi des maths. Bon, c'était des petits cénacles, et moi là-dedans, qu'est-ce que j'apportais? Je sais pas. Je crois que je prenais, je crois que c'est une année où j'ai pas parlé beaucoup, par exemple, le midi, on voyait qu'ils se mettaient on avait une salle et un genre de foyer, ben, ils jouaient de la guitare. J'ai vu éclore des sacrés guitaristes, dont un en particulier. Et ben, moi, c'est pareil, je passais sous la barrière. C'est autant de choses qui restaient lointaines. Et je crois que pour moi, ça reste une année non pas terne, le bac a été eu avec mention passable, mais quelque chose comme une révélation d'hostilité. Et dans le schéma de vie de Rabelais, vous savez qu'il est placé un petit peu de force à Angers en couvent, c'est des questions d'héritage. Il a déjà 2 frères, et il appelle ça les trop-disseux. Les trop-disseux, on les éjecte. Ensuite, c'est Fontenay-le-Comte, et à Fontenay-le-Comte, là, dans ce couvent, c'est une vraie révélation. C'est les livres grecs, c'est ensemble la correspondance qu'ils vont écrire à Budé, à Erasme, et puis tout d'un coup, rétorsion, on leur confisque les livres, on les consigne. Je sais pas, on n'en sait pas beaucoup plus, ce que la légende après rajoute, et c'est là où il arrive à quitter un petit peu de force ce couvent pour entrer au service de Geoffroy d'Estissac. Et ça y est, c'est parti. Et c'est grâce à Geoffroy d'Estissac qu'il arrivera à Poitiers, puisque d'Estissac est aussi abbé de Ligugé, juste au-dessous de Poitiers, une puissante abbaye, plus que Maizet, qui est en gros un genre de péage sur le marais Poitevin. Et d'Estissac a un hôtel en ville, à Poitiers, hôtel Saint-Hilaire, et apparemment, c'est là que Rabelais habite avec lui, dans ses fonctions de précepteur, et puis là où il commencera probablement les études de droit, de là où il partira voir la mer, de là où il partira faire ce séjour qu'on suppose à Paris. Donc le fumis sous autres pédagogues, pour lui, l'arrivée à Poitiers, elle symbolise ça. Alors, ces digressions, là, pour moi, c'est la première que je fais qui n'était pas préméditée. Se dire, tiens, mais au fait, je passe à côté de Camille Guérin. Si je viens là, le portail arrière, l'entrée de service, et ce que j'aperçois, c'est les fenêtres de cette salle d'études où tout ça se passait. Et puis ensuite, il y a le premier étage, je ne me rappelle plus trop ce qu'il y avait, mais le 2e et le 3e, c'était nos dortoirs. Et là aussi, c'était pas très drôle. La vie dans les dortoirs. À quel moment on est clos à soi-même? Et par exemple, je n'ai pas de souvenir de cours de français, mais comme on était en terminale lettres, il y avait un prof d'allemand, super, Claude Prévost, que j'ai rencontré ensuite, parce qu'il était aussi critique littéraire à l'Humanité. Et par exemple, quand j'ai lu Faulkner, pour moi c'est toujours lié à Claude Prévost, mais quand je suis arrivé là à Camille Guérin, j'étais inscrit au cours d'allemand. Mais je comprenais rien. Moi, je venais de mon petit bled, là, Buchstabieren das Wort, 1, 2, 3. J'ai lâché l'allemand au bout de 15 jours, 3 semaines. C'est pas fait à la rencontre avec Claude Prévost. Par contre, ce que je me souviens bien, au bout de l'année, c'est les révisions du bac. Et moi, c'était... à un moment, tu te dis, t'as perdu ton temps, qu'est-ce que tu vaux, qu'est-ce que tu fais? Et ce truc, c'était même pas... Je pense qu'aller chez les grands-parents maternels, à Danvix, dans le Marais Poitevin, à côté de Maizet, c'était se dire, tu peux rentrer à la maison alors que tu as bazardé cette année-là de cette façon, que tu sais plus rien de toi, que tu n'as pas confiance, que tu as juste cette mutité, que en gros tous les autres étaient plus doués, tous les autres étaient meilleurs, en musique, en poésie, en philosophie. Et là, j'arrive dans cette maison, mon grand-père maternel mourrait 3 ans après, finalement, on n'a jamais eu le temps de parler comme on aurait dû, comme on aurait pu parler. Et puis dans cette armoire à double vitrine de verre, il y avait son Rabelais. Et c'est là où cette armoire, justement parce qu'il y avait Balzac, parce qu'il y avait d'autres, que je crois que je l'ai exploré pour la première fois un petit peu sérieusement. Et ce double volume de Rabelais qu'il avait, ça, il me l'a raconté, c'était à la fin de Verdun,
la fin de la guerre 14-18, au moment de la démobilisation. Il n'a pas été démobilisé tout de suite. On les a gardés un sacré bout de temps. Il a passé plus de 6 ans en service militaire. Et un ami les lui avait offert, sachant qu'il était près de Fontenay-le-Comte. Et c'était un Rabelais, Larousse, expurgé, qui vaut pas grand-chose en tant qu'édition, de bibliophilie et tout ça. Mais c'est là où, pour moi, j'ai le premier souvenir de me dire « Rabelais, mon gars, faudra que tu y ailles ». Et il se passe quoi dans Rabelais pour que la langue, là, tu la reconnaisses, tu l'entendes, comme la langue qui est parlée autour de toi. Et ces 3 semaines de révision du bac, où tu es lâché, livré à nous-mêmes. Bon, mais moi, c'était ça. Est-ce que j'ai révisé le bac? Non, je ne savais même pas comment m'y prendre. C'était une année trop petite, une année trop mesquine, trop mièvre, et de ma faute. Mais par contre, là, il y avait les livres de ma plus jeune tante maternelle. Il y avait les 5 leçons sur la psychanalyse de Freud. Et boum, prends ça dans la tête. Et il y avait le manifeste du surréalisme d'André Breton. Et boum, prends ça dans la tête. Elle avait aussi des Brecht. Et ça, moi, je ne connaissais pas du tout cette tante qui vivait dans la région parisienne. Salut si tu m'entends. Mais ce rayon de livres, je crois même que je n'avais pas tant le droit que ça d'aller farfouiller dans sa chambre, sinon je ne l'aurais pas pris, ce droit. Et puis là, comme j'étais c'est au moins 2 semaines chez les grands-parents, c'est la première fois que ça m'arrivait de vivre seul avec eux, les livres, ils étaient au-dessus de ma tête. C'est là, dans cette chambre, où je dormais. Et tout d'un coup, à ce moment-là, les choses se sont embrayées. C'est pour ça que pour moi, Rabelais est toujours là. C'est ça que Poitiers symbolise ça, même si ce bâtiment gris, est-ce qu'il revient dans les rêves? Plus tellement. Poitiers, lycée Camille Guérin, et c'était pas encore crépi en ocre et jaune, mais bien, c'était bien ça, les dortoirs. Est-ce que là, si j'allais marcher, là, j'aurais le droit de rentrer? Oh, je me ferais vite choper à tous les coups. Par contre, c'est bizarre, ça m'a fait ça aussi une fois à Talence, en tournant vers le campus des arts et métiers. Tu te dis que dans ta tête, là, tu vois, truc, et ça aussi, c'est pas loin de Rabelais, ces trucs, à force de la littérature. Tu vois, dans ma tête, là, je sais que c'est derrière moi, et je vais là dans le couloir. Je le vois, le couloir. Et là, toi, tu le vois pas dans la petite vidéo. Mais là, tu vois, en ce moment, je suis en train de marcher dans ce couloir. Je croise des gens, là, dans le couloir. Est-ce qu'ils me voient? Non, parce que je suis là, dans le couloir, je marche comme eux, réellement. Je le sais, là, que je marche là, dans le couloir, en même temps que je vous parle. Mais j'y passe il y a 52 ans. Là, au printemps, là, dans ce mois de début avril 1970, dans l'année échec, cette année interne à Camille Guérin. Et là, je traverse le couloir, j'arrive à l'escalier, je descends l'escalier, ça, je peux le faire. Tu vois, ma vie, elle n'a pas été perdue, puisque ça, j'ai appris à le faire. Et où est-ce que tu apprends à faire ça? Dans la littérature. Et elle est où, la littérature? Dans Rabelais. Pour commencer quelque part. C'est ça que je cherche dans ce voyage. Que ça m'emmène dans des zones où je n'ai pas prévu de dire ce que je suis à dire. Non mais, t'as vu sur le panneau qu'ils appellent ça Région Nouvelle-Aquitaine? Non mais, sans deck, sans deck.